Deuxième chose, c'est qu'on voulait faire de ces moments d'échange un meet-up. L'idée, c'est qu'on a réfléchi à pas mal de choses, pas mal de sujets sur lesquels on voulait un petit peu impliquer nos clients. En dehors de nos clients, on a agrandi notre réseau. Il y a plein de gens qui sont venus pour voir en se disant tiens, de quoi ils vont parler, MVP, Agility, etc. Pour nous, c'était important parce que c'est un moment d'échange et on fonctionne et on grandit que à travers ça. Donc à travers toutes les questions qu'on s'est posées, effectivement, le sujet du MVP est revenu. Deux exemples, on a travaillé avec les nouvelles arrivées qui sont derrière pour leur expliquer un petit peu ce qu'était le modèle. Bienvenue. Pour leur expliquer un petit peu ce qu'était le modèle MVP. Et derrière tout ça, on n'a pas réussi à trouver une définition suffisamment claire pour l'exprimer de façon très simple et limpide. Deuxième chose, la partie sur laquelle on a regardé un petit peu ce qui était prévu chez nos clients, les projets sur lesquels on a avancé, on s'est rendu compte aussi que la définition n'était pas tout à fait viable, n'était pas tout à fait fiable non plus. Et du coup, on s'est dit, tiens, ça pourrait être un sujet. Donc Romain, Greg et puis Géraldine ont avancé sur ce sujet-là, on a fouillé et ils vont faire une petite présentation pour vous expliquer un peu notre point de vue par rapport à tout ça. L'idée, c'est que c'est un moment d'échange, même s'il y a une présentation, le but c'est aussi que vous puissiez participer. N'hésitez pas, les questions seront les bienvenues, il y aura plein de temps pour tout ça. Je vous passe la parole, les gars. Bonjour tout le monde. Donc, comme on vous l'a dit, on a travaillé en groupe pour avancer sur le sujet. On a dû se poser un cadre tous ensemble pour avancer dans la bonne direction. Le cadre, c'est celui qui apparaît à l'écran, le MVP ou le mythe du skateboard. Pour pouvoir continuer à poser ce cadre et le poser avec vous, on va commencer par quelques définitions autour des trois mots-clés qui sont composés dans l'énoncé. La première définition qu'on a cherché à se mettre tout le monde d'accord, c'était la notion de mythe. On a été dans le dictionnaire Larousse, tout simplement. Dictionnaire Larousse, il nous parle de récits fantastiques, il nous parle d'allégories philosophiques comme le mythe de l'argent ou le mythe de la liberté. Et il y a un troisième point qui est apparu avec le dictionnaire Larousse, il nous parle de fantasme collectif. Donc nous, c'est là-dessus qu'on s'est positionné. C'est est-ce que le MVP, c'est un fantasme collectif dans le monde de l'agilité? Et donc le but, c'était de répondre à cette question-là. On a continué notre recherche, on a été voir s'il y avait le mot MVP dans le Larousse, il n'existait pas. On l'a tapé sur Google et on est tombé sur des images de Michael Jordan. Et donc effectivement MVP pour les fans de sport américain, donc Most Valuable Player, faisait que c'était ça qui ressortait en premier sur Google. Donc nous on va bien faire la distinction, on parle de Minimum Viable Product, et pour faire cette distinction on vous a présenté le maillot de Michael Jordan, quand il était Chicago Bulls et qu'il a été élu plusieurs fois MVP et qu'il a gagné beaucoup de titres. Et le maillot de Michael Jordan à l'époque où il était universitaire et qu'il n'était pas encore drafté. Donc nous on va plus parler de ce MVP là, donc Michael Jordan qui n'avait pas encore fait ses preuves mais qui était prêt pour la NBA. Donc c'est un peu cette notion là qu'on va évoluer, donc c'est bien Minimum Viable Product et pas Minimum Viable Player où on a eu du Most Valuable Product, des fois on entend ça. Donc voilà. Bon, une fois qu'on est arrivé sur Google, on s'est dit bon, on va taper le nom complet, Minimum Viable Product. On a été dans les images, et là on a quelque chose qui ressort très régulièrement, que vous connaissez, c'est le fameux Vision Skateboard. Finalement, ils disent tous la même chose, ils sont tous la déclinaison du dessin original de Henrik Knackberg de Spotify, qui consiste à dire le meilleur moyen pour arriver au stade de la voiture, c'est de passer d'abord par une étape skateboard. Là, ça a l'air de faire consensus, tout le monde est d'accord là-dessus, on a des déclinaisons de schéma, mais ils veulent bien dire toujours la même chose. Et une autre représentation du MVP qu'on trouve sur Google, c'est une représentation pyramidale. Donc représentation pyramidale qui s'inspire d'un autre outil très éprouvé, la pyramide de Maslow. Dans la pyramide de Maslow, on est sur les besoins humains, on est sur la motivation et la satisfaction d'un individu. Sur la version pyramidale pour la vision produit, on va venir découper le produit en différentes couches qui vont représenter différentes composantes du produit. Donc là, on a le fonctionnel, la fiabilité, l'utilisation, le caractère émotionnel avec l'UX et le design. Et là-dessus, l'idée, c'est vraiment de venir découper le produit de cette façon-là. C'était une définition très simple. Là, voilà,
à peu près tout le monde, on est comme sur la vision du skateboard, on a un vrai consensus. Sauf que, dans l'application, on se rend compte qu'il y a des vraies divergences. Est-ce qu'on est sur un modèle à 3 couches, à 4 couches? Est-ce qu'on va parler d'utilisation, d'innovation? Est-ce qu'on va parler de valeur? Là, on voit déjà qu'il y a différentes interprétations, il y a des vraies divergences. Et dans l'application de ça, bah justement, ça va créer des problèmes de malentendus, d'incompréhension et des problèmes pour la définition de ces MVP. Donc, on laisse ces divergences de côté pour le moment et une représentation très simple, une représentation d'un MVP, enfin d'un cycle AV en tout cas, avec une seule strate, un produit qui avance de façon sédimentaire, on construit couche par couche, et un MVP, où là justement on va venir embarquer directement toutes les couches du produit en présentant un produit qui est à la fois fonctionnel mais également utilisable par l'utilisateur et qui lui apporte de la valeur. Là, jusqu'ici également, rien de très compliqué, sauf deux visions qui s'opposent. Tout l'enjeu du MVP, tout l'enjeu de la définition du MVP, c'est où est-ce qu'on va venir positionner le curseur. Est-ce que le curseur il doit représenter plus de fonctionnel ou plus d'émotionnel? Est-ce qu'il doit être de façon équilibrée? Est-ce qu'il doit être clairement orienté sur l'utilisation? Ça, clairement, c'est difficile à définir. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que chaque produit a son propre MVP. Et le marché, l'utilisateur, va venir fortement influencer la définition de ce MVP-là. Et plus que ça, on peut même dire que dans un même projet, chaque acteur du projet va avoir sa propre définition et sa propre représentation du MVP. Parce que, par expérience, quand on s'adresse à un profil marketing, on n'a pas toujours la même définition du MVP que quand on s'adresse à une direction technique, à un profil technique. Là, tout de suite, on voit que, encore une fois, les divergences commencent à se manifester et commencent à se faire sentir. Mais plus que ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque personne va avoir son propre modèle, va avoir sa propre pyramide et va positionner le curseur suivant sa propre sensibilité, suivant sa propre analyse, suivant sa propre expérience personnelle et sa propre expérience professionnelle. Et l'expérience professionnelle, ça va avoir un vrai impact parce que justement, on va avoir des différences d'interprétation. Et ce qui pose problème et ce qui cristallise ces différentes interprétations, c'est le mot viable. Parce que dans le mot viable, est-ce que c'est viable techniquement? Est-ce que c'est viable fonctionnellement? Est-ce que c'est viable pour l'utilisateur? Est-ce que c'est viable pour le marché? Qu'est-ce que ça veut dire viable finalement? C'est là où on a des vraies divergences. Et pour ça, on a l'exemple très simple. Quel est le MVP d'un café? Est-ce que c'est un café où on le boit sans brûler? Est-ce qu'on doit mettre une anse? Est-ce qu'on doit mettre une soucoupe? Est-ce qu'on doit mettre du sucre et une cuillère? Est-ce qu'on doit l'accompagner de petits gâteaux? La déclinaison, elle est sans fin. Et là, vraiment, on est vraiment dans l'interprétation. Est-ce qu'il doit être vendable? Est-ce qu'il doit être utilisable? Pour ça, pour illustrer justement ces différences d'interprétation, on a deux exemples célèbres qui font référence dans le monde de l'agilité et qui justement représentent ces différences de MVP que va vous présenter Romain. Donc, les deux exemples célèbres qu'on a décidé de vous présenter, le premier c'est Dropbox. Donc, vous connaissez tous la plateforme qui permet d'échanger des documents sans avoir à sortir sa clé USB à son copain. Ouais. Dropbox, leur MVP, pour ceux qui ne savent pas, c'était une vidéo. Ils se sont dit on va lancer une inscription à une bêta. Ils ont eu 5000 inscrits, c'était pas assez pour eux. Ils avaient besoin de plus d'inscriptions pour leur bêta. Donc en fait, ils se sont demandé comment optimiser l'inscription pour la bêta. Ils se sont dit on va constituer un MVP, on va le présenter aux gens, et puis comme ça les gens vont s'inscrire. Et leur MVP, c'était une vidéo, il n'y avait aucune fonctionnalité, donc il y a vraiment sur la couche du bas rien du tout. Ils présentaient juste l'interface, ils donnent quelques explications, et ils ont publié la vidéo, et 24 heures après, ils étaient passés de 5000 inscrits à 75 000 inscrits sur leur bêta. Donc ils avaient prouvé l'appétence de leur produit. Mais ils n'avaient techniquement rien réalisé, rien d'utilisable pour commencer la production. La production était toujours à zéro. Et c'est ce qu'on appelle plus traditionnel un POC, Proof of Concept, mais eux, aujourd'hui, ils ont présenté ça comme leur MVP. Le deuxième exemple qu'on va vous présenter, c'est celui de Zappos. Eux aussi, ils ont eu un MVP célèbre. Ça se passe en 1999. Il y a un homme qui se dit, moi, je vais vendre des chaussures, mais via Internet. On est en 99, dire les gens vont acheter des chaussures sans pouvoir les essayer,
ça paraissait un peu aberrant. Lui, il était sûr de son fait, sauf qu'il n'était pas en mesure de pouvoir réaliser son produit. Donc il a réalisé une interface et, de e-commerce, il a mis des produits en ligne, et en fait ces produits-là, c'était des photos des commerçants qui étaient en bas de chez lui. Donc il a été les voir, il a dit « Est-ce que je peux prendre en photo vos stocks? Est-ce que je peux les mettre sur mon site internet ?» Ils ont dit « Ok ». Et dès que quelqu'un faisait une commande, il n'y avait aucune gestion des stocks. Il prenait ses petits pieds, il descendait en bas de son bâtiment, il allait dans la bonne boutique, il achetait la paire de chaussures, c'est lui qui faisait le colis et qui l'envoyait à son client. Donc le service était rendu. La personne commandait une paire de chaussures, elle l'avait, il avait pu vérifier l'appétence pour son produit, ça fonctionnait. Pourtant, son MVP, lui, il avait déjà commencé le fonctionnel. Il avait déjà une interface front qui était faite, il avait déjà un service qui était utilisable par les utilisateurs. Donc à travers cet exemple, on voit que deux très bons MVP, pour deux produits différents, avaient positionné le curseur de façon très différente. À l'origine du MVP, il y a un homme qui a écrit un livre de Lean Startup, qui s'appelle Eric Ries. On a mis une petite traduction. Un produit viable minimum est la version d'un nouveau produit qui permet à une équipe de collecter le maximum d'apprentissage valable sur le client avec le moindre d'efforts. Donc, on est d'accord, le moins d'efforts possible. Par contre, c'est le curseur, il ne donne aucune indication. Donc il ne nous donne pas la solution à ce qui est viable ou pas viable. Pour continuer dans notre démarche, on s'est mis dans une situation qu'on va vous partager aujourd'hui. Cas pratique. Et on va essayer, à travers la création d'un produit, de déterminer le MVP de ce produit. L'atelier qu'on va vous proposer, un Lego for MVP. Pour ceux-là qui connaissent le Lego for Scrum, nous on a créé un Lego for MVP. Donc on va construire une maison en Lego avec vous, pour un public de 5 à 10 ans, et on va essayer de déterminer le MVP de ce produit. Alors, voilà le résultat de notre première session de production. Ça, c'est notre première livraison. On est plutôt satisfait, on a posé vraiment toutes les fondations, tous les voyants sont ouverts. Et l'idée, c'est de valider ça et justement de partir directement dans la deuxième session de production et d'améliorer le produit. Donc, Romain, qui est le stakeholder, qui est le client, et moi, qui vais être le PO, justement, qui va animer le truc, je vais proposer le produit pour validation auprès de mon client. Donc voilà le produit, Romain. Est-ce que pour toi, on part dans la bonne direction, Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tu valides le produit? Merci Grégory. J'ai un point avec mon comité de pilotage. Je vais aller voir directement avec eux si on peut déterminer si on part dans la bonne direction. Voilà le produit. Question, est-ce qu'on part dans la bonne direction? Clément, on part dans la bonne direction, pas Clément? C'est le dernier technique, ça dépend s'il pleut ou pas. Bon, il n'y avait pas de bonne réponse, en fait, il n'y avait pas de oui ou de non. On est d'accord que par rapport à ce qu'on venait de se dire ensemble, c'est que là, on est parti en mode cycle en V. On n'est pas parti en mode MVP. On a commencé à rédiger déjà l'emplacement pour la porte, l'emplacement pour la fenêtre, on a commencé les 4 murs à la fois. Donc ça, déjà, c'est pas de l'agilité. Là, on est en meet-up agile. On est déjà parti en cycle en V. Donc c'était un petit piège. C'est le seul qui aura, ne vous inquiétez pas. En agilité, on va commencer par constituer un backlog. Donc moi, je suis le client. Bonjour Grégory, j'ai bien étudié le marché. Le produit phare du marché pour la construction de maisons en Lego pour les enfants de entre 5 et 10 ans, c'est celle-ci. Ça fait 5 ans qu'ils tuent tout sur le marché, c'est eux les leaders. Le produit, il cartonne. Moi, je trouve ça, mais moins cher. Je trouve ça la même chose, mais moins cher. D'accord, ok, très bien. Ce que je vous propose, monsieur le client Romain, c'est justement, on est en agilité, vous venez d'en parler, c'est moi qui suis expérimenté en tant que PO sur ce type de production, on peut commencer sur une seule façade. Et
Par expérience, je sais que les enfants, avec une seule façade, déjà ils commencent à s'amuser, ils commencent à jouer. Avec quelques Lego, des enfants, ils leur font le monde. Donc clairement, ce que je vous propose, c'est déjà de faire une première façade, de commercialiser cette première façade, de développer une base d'utilisateurs et en réduisant les coûts, en réduisant les délais, de commencer à avoir un retour sur investissement. On produit une première cadence, je vous fais valider le produit. Si c'est suffisamment qualitatif, on part en commercialisation. Si ça n'allait pas, on continue, on améliore le produit. Est-ce que c'est une démarche qui peut vous convenir? Oui, je comprends la démarche. Donc le produit va arriver beaucoup plus rapidement et je pense qu'effectivement avec juste la façade, les enfants vont pouvoir quand même jouer avec la maison et se la représenter pour... Ok, très bien, je suis impatient de voir le résultat de la première cadence. Ok. Là, je suis en train de construire des Lego. Et voilà donc le résultat de la première façade. Donc, première façade, on a vraiment bien avancé. Une première façade presque fonctionnelle. Il nous reste à positionner le toit, mais on est pas mal. À mon sens, quelques petits efforts et on a un skateboard qu'on peut commercialiser. D'accord, merci Grégory. Alors effectivement, j'arrive à me projeter sur la façade. Je comprends la démarche par rapport à ce qu'on s'était dit. Par contre, là, je ne peux pas commercialiser ça. Il y a des bugs dans le toit, il y a des couleurs, c'est pas trop ça. La porte, bon ok, c'est un trou, mais c'est pas une porte. Donc moi, je vous dis, sincèrement, j'ai étudié le marché. Et en plus, j'ai des enfants. J'ai des enfants de 5 à 10 ans. Je leur donne ça, ils vont pas vouloir jouer avec. Donc pour moi, ça manque vraiment beaucoup d'efforts. Et je ne peux pas commercialiser ça. Je vais vous demander de remettre beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer ce produit. D'accord, donc vous voulez qu'on améliore ce produit, vous avez parlé du toit, de la couleur de la façade. C'est clair pour moi, je vais donner toute cette commande-là à l'équipe de production et je reviens vers vous après la deuxième cadence. Ça vous va? Ça me va, je vous fais confiance. Voilà, donc la deuxième cadence. Deuxième cadence, on a bien fignolé la façade, on a amélioré la couleur, positionné porte-fenêtre, bien amélioré le toit et surtout on a introduit un jardin. Franchement, ça c'est quand même une fonctionnalité intéressante de votre produit. Là, je suis convaincu qu'on a un MVP, je suis convaincu qu'on a un skateboard qui va marcher auprès du consommateur. Merci Valérie. Alors je vous félicite, effectivement, là il y a beaucoup plus d'efforts, plus aucun bug, tout paraît clair, tout est représentatif. Par contre j'ai un petit problème, c'est plus sur la qualité. Par exemple le toit qui a 3 couleurs, la façade aussi. Donc c'est bien d'avoir un jardin, mais finalement ce qu'on voit c'est que la façade et le toit c'est pas assez qualitatif. Donc moi là, comme je vous dis, je les connais mes enfants. Je vais leur présenter ça, ils vont pas jouer avec. Ils vont préférer la maison du concurrent, mais largement. Donc ok pour l'effort, mais je vous demande de rajouter un peu de qualité, sinon on ne va pas pouvoir rentrer en production. Ok, pas de problème. Je prends ça et j'envoie ça en production. On revient vers vous avec beaucoup plus de qualité. Une troisième cadence de production. Cette fois-ci, là, on a un produit fini. On a une façade unicolore, un toit nickel, un jardin fleuri. Tout va très bien. Là, pour moi, on commercialise le produit et tout de suite, on bouscule le produit concurrent. Merci Grégory. Alors là, effectivement, au niveau de la définition, c'est impeccable, quoi. Cohérent, petite fleur rajoutée dans le jardin, porter la fenêtre. Par rapport à ce que vous m'avez dit, on commence par la façade. Effectivement, là, on a une façade de qualité. On va être largement en dessous du prix du concurrent, et pourtant, on a déjà un produit de qualité. Donc, merci Grégory. Et on part direct en production, et je vous tiens au courant pour la suite. Fin de la mise en scène. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Déjà, est-ce que pour vous, on a atteint le MVP? À main levée rapidement, est-ce que là, on a atteint le MVP? D'accord. Est-ce que pour d'autres, on l'avait déjà atteint à ce niveau-là? Et est-ce que pour d'autres, on l'avait déjà atteint à ce niveau-là? Personne. Il n'aime pas les enfants. Très bien. Alors nous, on a fait ce même vote-là. En fait, on a été le présenter vraiment à des enfants de 5-10 ans. Donc
nos enfants, les neveux, les nièces, on a été les voir, on leur a dit, bon, voilà, t'as une maison, avec lequel tu as envie de jouer en premier. Si tu dois choisir sur lequel tu pars. Et voilà le résultat. Je suis un enfant. Un peu surprenant, mais comme vous pouvez le voir, le produit pour lequel plus de personnes ont levé la main en disant là, ok, on est arrivé au stade où il est viable pour le marché, finalement, c'est le produit qui a le moins plu aux enfants. C'est véridique, hein, c'est comme ça. Donc on a commencé à se demander, ok, c'est pas exactement les réponses qu'on voulait, on pensait qu'ils allaient avoir d'abord celui-là, après celui-là, après celui-là. On a commencé à aller un peu plus dans le détail avec eux en leur demandant pourquoi tu aimes cette maison-là, pourquoi tu aimes plus celle-là. Donc le premier élément qui est ressorti, c'est au niveau de la couleur. Les enfants, sur l'ensemble des features dans lesquelles on pourrait découper le projet, dans leur imaginaire, ils ont déjà découpé le toit, en disant est-ce que le toit il est bon ou pas, la couleur, les finitions du style la porte et la fenêtre, est-ce qu'ils sont vraiment là, et enfin le jardin. Et en fait, ce qui marque le plus les enfants, c'est la couleur. Donc pourquoi le premier arrive, c'est celui-ci qui arrive en premier, parce qu'il a une couleur qui se détache, qui est le bleu, et il y a des enfants, leur couleur préférée, c'est le bleu. Donc peu importe que les finitions ne soient pas faites, ils ont fait un focus, moi c'est le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Deuxième chose, c'est que si la couleur préférée n'était pas le bleu, bah là ils partent plus dans une direction, bah moi j'ai pas ma couleur préférée, donc je prends celui-là, je prends celui-ci. Parce qu'il a plus de couleurs, il est plus sympa. Donc finalement, on a découpé, ils ont fait la même chose que nous, ils découpent le projet en features, mais par contre ils n'ont pas accordé le même niveau d'importance à leurs features que nous on l'avait fait. Pour rendre ça un peu plus clair, nous on a rentré un petit peu plus dans les descriptions, et c'est Greg qui va s'en parler. Donc comment on analyse et comment on explique ce classement-là? Donc dans la première cadence de production, on se rend compte qu'on n'a atteint aucune feature. Pas de débat là-dessus. Mais malgré tout, on commence à avoir une adoption par l'utilisateur, on commence à développer une base d'utilisateurs. Sur la deuxième cadence, la maison bleue, comme vous l'a dit Romain, on a atteint deux features, la feature façade et la feature couleur. Et là, on a nettement grimpé au terme d'adoption utilisateur. Là, on a une vraie base d'utilisateurs qui est intéressée par le produit. Et dans la troisième cadence, catastrophe, on a atteint 4 MMF, mais notre taux d'adoption par l'utilisateur, il chute. Il chute nettement. C'est-à-dire qu'on a fourni trop d'efforts sur les features, mais plus grave encore, on a orienté nos efforts dans des mauvaises directions. Parce que justement, on se rend compte que les enfants, ils étaient réceptifs à la couleur et à la façade, mais absolument pas au jardin et absolument pas à une maison toute blanche. Et c'est là où justement on s'est trompé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'au final, la personne qui tient le projet, le stakeholder et le porteur du projet, et le PO, qui pour le coup est plutôt bon et a plutôt bien travaillé, on se rend compte qu'on est allé dans des mauvaises directions. Parce que la personne qui doit définir les MMF et qui doit définir d'abord les features et ensuite les MMF, c'est ni le porteur du projet ni le PO, c'est l'utilisateur. C'est le seul qui vaille. Le critère décisif, c'est l'adoption de l'utilisateur plus que la qualité perçue par les acteurs du projet. C'est ça qui fait la différence. Et c'est là où justement, tout l'enjeu de la définition et de la découverte de ces MVP se fait. Ce qui est intéressant, c'est justement l'adoption par l'utilisateur, le fait de produire des efforts à droite ou à gauche sans forcément avoir un cap précis, c'est une mauvaise chose. Le cap, c'est l'adoption par l'utilisateur. La conclusion, Romain va vous la faire très rapidement. En fait, je l'ai un peu déjà fait. Donc, ce qu'on a un peu remarqué, c'est que le MVP est une composante de feature. Et donc, si on se projette, on va se dire le MVP, il faut l'atteindre et pas le dépasser. En fait, c'est impossible. Parce que vu que c'est une composante des features, il faut atteindre pile poil le niveau MMF sur chaque feature. En fait, c'est impossible d'avoir un critère de satisfaction du client quand on va faire des tests. Si on est juste en dessous, on ne l'a pas. Et à partir du moment où on l'a, c'est que sur certaines features, on est déjà allé trop loin. Donc en fait, ce point fixe, il existe théoriquement, mais il est impossible à atteindre parfaitement. Deuxième point,
L'adoption de l'utilisateur, c'est la point que Grégory vient de vous citer, il est largement supérieur pour fixer le MVP que la vision de l'acteur du projet et du PO. Ça sera toujours supérieur. Donc si là on reprend notre exercice, à aucun moment on a interrogé l'utilisateur, et donc ce qui s'est passé exactement vous aussi, c'est qu'à la fin on est tous d'accord pour dire que ça c'est bien, et finalement l'utilisateur il n'a pas du tout le même avis. Donc ça a été l'erreur. Si on devait recommencer, ça serait ça qu'il faudrait embarquer de supplémentaire. Par rapport à ça, nous on s'est dit ok, il y a un problème, on l'a identifié, ok, avec les tests utilisateurs on peut améliorer le truc. Donc, comment on va faire pour, quand on va aller voir nos clients, mettre en place ça et leur expliquer très sereinement et sans partir dans des débats qui vont durer très longtemps. Notre proposition, étant donné que c'est le mot viable qui pose problème, selon les corps de métier, selon les appétences, l'expérience, on va remplacer le mot viable par le mot lovable. Certains ont peut-être déjà entendu cette expression, le MLP, le Minimum Lovable Product. Donc là, on se tourne directement vers l'utilisateur, c'est parce que aime le PO, c'est parce que aime le demandeur du projet, ça va être le client. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre. Si on tend vers un MVP, comme on a fait nous, mais que l'utilisateur ne l'aime pas, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut tendre, c'est vers le produit qu'il aime. Comment on fait pour y arriver? On utilise la stratégie MVP. Donc le MVP pour nous, ce n'est plus un état d'un produit à un instant T, c'est une stratégie qu'on met en place pour atteindre le MLP. Et c'est pour ça que le MVP, la stratégie MVP, existe aussi une fois qu'on a mis son projet en ligne. Parce qu'on cherche toujours à avoir un produit de plus en plus d'utilisateurs aiment. Donc notre positionnement quand on va chez les clients, c'est notre réponse, c'est le MVP, trop de sources d'erreurs, trop de problèmes d'incompréhension avec le mot viable. Nous, notre but, c'est le MLP. Pour y arriver, on passe par une stratégie de MVP. Et dans une stratégie de MVP, on implique des tests utilisateurs. Sinon, ça ne marche pas. Fin de la présentation. Bravo. Je vous remercie vivement pour votre implication. J'espère que vous avez apprécié les talents d'acteurs. Ils ont répété de nombreuses fois et ça a été un gros sujet. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je disais c'est un moment de partage. Est-ce que déjà vous reconnaissez un peu dans ce qu'on proposait? Est-ce que vous... J'imagine que vous avez vu les petits clins d'œil pendant la séance sur lesquels il y avait des copies et un directoire. Est-ce que déjà dans les petits feedbacks là, il y a des choses qui vous parlent? Et celles qui vous parlent le plus par exemple? Un grand sourire. Ah oui, clairement. C'est une façon très imagée de faire passer des messages qu'on sait tous, qu'on connaît tous, qu'on aimerait changer, je pense. Après, en fonction de la taille des structures dans lesquelles tu appliques ce modèle-là, je pense que tu as plus ou moins de marge de manœuvre à pouvoir le faire plus facilement. Ça sera peut-être quelque chose qui sera bientôt obligatoire pour des grosses boîtes comme les nôtres, de réagir comme ça avant de se faire manger. On n'y est pas encore, même si je trouve qu'on a énormément progressé, notamment par rapport à tout ce qu'on a mis en œuvre chez AXA. On n'y est pas encore. Le lovable product, ça c'est les mots des grands chefs, mais dans le quotidien, c'est le businessable product en fait. Et cette vision très centrée de la boîte, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que c'est des vrais messages qui, je pense, pour notre quotidien, sont plus que réutilisables dans certaines instances qu'on a au quotidien. Donc ça m'a donné pas mal d'arguments. Pour rebondir là-dessus, Guillaume, ce qui est intéressant, c'est que justement tu parles de structure et on bosse dans la même structure à ce niveau-là. Dans l'agilité, la théorie, c'est que, ce que nous dit la théorie en tout cas, c'est que c'est le PO qui positionne le curseur justement. Et que justement, on sait que dans des cadres beaucoup plus importants, dans des boîtes importantes, le PO, il va être bypassé par la stratégie, par la hiérarchie. Et c'est là où justement, effectivement, on peut se dire que on va dans une direction qui n'est pas forcément celle que veut l'utilisateur. C'est tout ce jeu-là entre le business, tu l'as dit, le PO qui va imaginer un MVP et l'utilisateur qui va avoir son propre MVP. Et c'est là où justement il y a un petit enjeu pour définir une direction commune entre ces trois parties. Après, il y a deux notions qui apparaissent pas dans la démonstration parce que ça n'a pas lieu, mais quand tu rapproches ça de la réalité du quotidien, tu as les mots planning et les mots budget
qui viennent forcément impacter la vision de ton MVP. Quand tu mets sur la Ouais, c'est très table important. 500K ou 1 million, tu es en droit d'attendre un MVP qui évolue du simple